de la structure de recherche, on voulait continuer à s'outiller dans différents concepts de base. Fait que la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a lu sur c'est quoi un programme de soutien par les pairs ou un projet pair aidant. Puis, il y a plusieurs définitions qui ressortent. C'est utilisé à plusieurs sauces, le projet des concepts pair aidants, mais essentiellement, il y a 3 points communs qui ressortent. L'expérience commune ou semblable dans 2 parties, un minimum de 2 personnes. Donc, là, on avait cette exigence-là avec des étudiants SPU d'expérience et des nouveaux étudiants SPU. Un soutien mutuel qui est offert par des personnes ayant traversé une expérience de vie similaire. Donc, on avait l'avantage d'avoir un deuxième, un troisième année ou un finissant récent qui était là, qui venait de passer au travers des études collégiales, qui était là pour le soutenir. On avait aussi pensé qu'un projet comme ça, c'était le fun parce que ça pouvait fonctionner des 2 sens. Ça permettait à un étudiant de première session, s'il se rend compte que son père aidant va peut-être moins bien, bien, on pouvait proposer que la structure soit à plusieurs niveaux, puis que le père aidant soit en mesure de, pas le père aidant, pardon, mais l'étudiant de première session soit en mesure de signaler s'il se rend compte que l'étudiant de deuxième année ou troisième année va moins bien. Le père aidant utilise et partage son savoir expérientiel, donc toute son expérience d'étudiant du secteur collégial, puis ça permet de faire un encadrement et un accompagnement qui est plus précis. Le petit clin d'œil au programme pair aidant est particulièrement important pour nous en soins hospitaliers d'urgence parce que c'est un outil qui est utilisé dans la plupart des grandes entreprises ambulancières. Urgence Santé, la CETAM sur la Rive-Sud, même Sherbrooke, que je n'ai pas mis à l'image ici, mais j'ai eu les informations à la dernière minute, SPLL. Bref, toutes ces grandes entreprises ambulancières-là qui vont embaucher éventuellement nos étudiants ont avec eux un programme pair aidant. Donc, des paramédics qui se sont démarqués pour pouvoir aider leurs collègues dans des cas de situations un petit peu plus complexes. C'est certain que c'est à un autre niveau quand ils sont rendus paramédics, mais déjà, si on utilise le même langage en milieu scolaire, bien, ça donne une petite préparation, puis ça ancre encore plus l'intérêt que l'étudiant peut avoir. En plus de ça, bien, ça paraît très, très bien sur un CV d'étudiant finissant de dire qu'il a été pair aidant dans son cégep, lorsqu'il va porter son CV à Urgence Santé ou dans une compagnie qui offre ce service-là. Donc, on trouvait que c'était un bel avantage. Donc, là, je vais faire une joke de bulle, les amis. Donc, on voulait créer une bulle avec le jumelage en tant que tel, avec un enseignant-tuteur qui allait être présent pour encadrer régulièrement les jumelages. Les enseignants-tuteurs, c'est les enseignants du comité d'aide à la réussite en soins préhospitaliers d'urgence. Avant d'aller plus loin, je vous explique. En soins préhospitaliers d'urgence, on a mis sur place un comité d'aide à la réussite, donc 4 enseignants dont le mandat complémentaire à la tâche d'enseignement, c'est de trouver des solutions pour aider la réussite des étudiants. Et ça, c'est à tous les niveaux. C'est un petit peu ça. Là. Il y a Marco Arnois qui lui aussi fait sa maîtrise, il y a Guy Bordelot et Claude Labarre également, qui est très, très outillé pour donner un coup de main là-dedans. On avait le pair aidant qui avait été recruté, dont le rôle est d'écouter, rediriger, guider. On va en reparler dans quelques instants. Et surtout, maintenir un lien significatif avec les étudiants de première session. Puis, ces 2 individus-là, le pair aidant et l'enseignant-tuteur, étaient jumelés avec 6 étudiants ou étudiantes de première session pour que mathématiquement, on ait assez de pair aidants pour couvrir nos 198 étudiants de première année et première session. Je poursuis avec la fiche de recrutement que nous avions produite en mai dernier, donc à plusieurs reprises et sur les réseaux sociaux des groupes de nos étudiants SPU, on a proposé cette affiche-là où on cherchait une quarantaine d'étudiants de deuxième année, troisième année qui souhaitaient accompagner le groupe d'étudiants de première session à environ 6 reprises dans la session. Et on demandait aux étudiants d'écrire une lettre qui justifiait leur participation là. Donc, avoir une bonne capacité d'aide et d'écoute, détenir un bon dossier étudiant parce qu'on s'attendait à ce que ce soit une tâche supplémentaire au travail de l'étudiant. Puis, on avait estimé à environ une quinzaine d'heures d'investissement pour ce projet-là. Puis, on a été pas mal sur la cible dans cette estimation. Une autre façon de voir au niveau organisationnel, là, je parle à ceux qui sont plus
cartésien d'entre vous, j'étais la personne, si vous regardez la colonne à gauche, j'étais la personne qui coordonnait le projet à l'aide de mes mes trois collègues, pardon, Claude, Guy et Marco, qui eux autres étaient chargés d'encadrer des pères aidants et des groupes initialement, c'était 4-5 étudiants. Puis finalement, on a changé les pondérations pour se rendre à 6, qui était un chiffre qui était plus facile au niveau là, de ce qu'on avait. Donc, c'était un petit peu une autre façon de vous montrer l'aspect logistique derrière le programme père aidant. Donc, on retourne en arrière, on est au mois de fin août, début septembre, on a nos consignes, on a accès au collège. Bon, on sait que le projet, on a recruté nos pères aidants en juin, puis vers la fin de l'été. Puis là, on est prêt à implanter le projet. Puis on a dit, bon, la formation, on va commencer avec une formation des pères aidants où on a utilisé littéralement l'acronyme AIDER, qui représente les rôles qu'on s'attendait que les pères aidants allaient mettre en place. Donc, le A pour accueillir les étudiants de première année, première session. I pour les informer des ressources du Collège Huntsic, informer de où trouver les uniformes, où trouver l'équipement, etc., etc. Fournir de l'information aux étudiants. D pour dépister, commencer à chercher les différents enjeux, les différentes problématiques que les étudiants de première année, première session pourraient vivre. Les écouter, définitivement, qui est un besoin qui est exprimé, être en mesure de faire une écoute active avec ça, et au besoin, les rediriger vers soit l'enseignant-tuteur ou directement vers un des services d'aide du collège, que ce soit le CET, le Centre d'aide en français, le service d'aide psychosociale, l'aide financière, etc., etc. Ça va? Cette formation-là, on l'a bâtie sur 4 axes distincts. On a utilisé la plateforme Moodle pour le faire, qui était une première pour moi, puis j'ai bien apprécié mon expérience. Ceux qui sont intéressés, je pourrais vous donner accès pour voir qu'est-ce que ça avait l'air proprement dit. On a des belles ressources là-dessus. Mais essentiellement, les 4 grands axes de formation qui ont été retenus, c'est évidemment les rôles et responsabilités du père aidant en mettant un gros warning sur les limites de ce qu'un père aidant pourrait être. On va revenir là-dessus. L'animation, qui était une qualité importante des pères aidants, la communication et le soutien ont été couverts par mon collègue Claude Labarre. Les stratégies d'apprentissage et les stratégies d'études ont été couverts par mon collègue Pierre, qui va vous en parler dans quelques instants. Puis mon sujet de maîtrise, qui était les premiers soins en santé mentale, a été couvert dans une autre section pour reconnaître les enjeux de santé mentale et de détresse psychologique que les étudiants pourraient vivre. C'est à ce moment-là que j'aimerais ça entendre Pierre sur les stratégies d'apprentissage puis voir un peu qu'est-ce qu'il a présenté. Je te laisse la parole. Cool. Tu m'entends bien? On t'entend caverneux, parle plus fort. C'est le micro de mon portable, désolé. Je vais commencer en vous souhaitant une excellente année. Merci pour l'opportunité, Patrick. Dans le fond, effectivement, on est dans un volet de formation. Et tantôt, Patrick va en parler un peu plus longuement, mais dans les besoins qui ont été exprimés par nos nouveaux étudiants, c'était beaucoup des trucs d'études, des trucs pour apprendre. Ça fait un bon bout de temps que j'ai le plaisir d'enseigner avec Patrick. Tantôt, il l'a dit, ça fait 16 ans. Puis, Pat est au courant que moi aussi, je suis dans le projet de maîtrise et les projets d'innovation, puis je suis en train de développer un dispositif numérique dont le principal axe, c'est les stratégies d'apprentissage. Alors, il m'a demandé de préparer une petite formation. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'était fort simple. Et ça s'est fait sur Zoom, mais on l'a fait ça en 2 volets, en deux rencontres d'une quarantaine-ish de minutes dans ce coin-là. Et le but, évidemment, c'était pas de faire de nos pères aidants des enseignants, loin de là, mais c'était juste d'être capable de répondre à des demandes des nouveaux étudiants. Et puis, ce que j'ai abordé comme thème, premièrement, c'était juste la distinction entre des apprentissages de surface puis des apprentissages en profondeur. Alors, vraiment faire la distinction entre les deux, puis vraiment l'utilité des apprentissages en profondeur. Puis, évidemment, pour avoir accès à ça, j'ai parlé des stratégies d'apprentissage. Puis, dans les 4 types de stratégies d'apprentissage qui existent, faute de temps, on en a abordé juste une seule, qui était les stratégies cognitives.
d'apprentissage cognitif. Alors, dans ces stratégies-là, celles que j'ai abordées et pour lesquelles on a offert quand même quelques exemples, c'était entre autres la mémorisation, la répétition, l'élaboration, puis l'organisation. On aurait pu aller dans la généralisation puis la discrimination, mais ça, c'était, je dirais, un petit peu trop hot pour le temps qu'on avait, là. Alors, on s'en est tenu à ces 4 outils de base-là qui sont quand même extrêmement pertinents dans le développement des apprentis en profondeur. Alors, ça, c'est ce que moi, j'ai eu la chance d'offrir à nos pères aidants. À toi, Pat. Merci, Pierre. Donc, encore une fois, juste pour que ce soit clair, on a recruté des pères aidants au mois de juin. On les a formés au mois d'août, au début de la session. Là, je ne me souviens plus de la date exacte, là, mais c'était au travers de la semaine 1, je pense, là, de cours. C'était très rapide. On a effectué le jumelage avec les enseignants tuteurs, les pères aidants et 6 étudiants de première session, ce qui nous permettait de couvrir nos 198 étudiants de première année, première session. Puis là, le canevas ou le squelette d'intervention qu'on voulait que les pères aidants gardent, c'était 5 rencontres au minimum. Donc, la première rencontre où les pères aidants prenaient contact avec les étudiants de première session. Fait qu'ils travaillaient avec Mio pour ça, pour faire la première communication. Mais après ça, les pères aidants étaient vraiment libres et autonomes d'opérer de la façon qu'ils voulaient, en autant qu'ils rencontrent au minimum les étudiants de première session à la semaine 4. Semaine 1 et 2, ils prenaient contact. À la semaine 4, pour voir comment ça va après 4 semaines, l'adaptation, puis qu'est-ce qui se passe avec eux. À la semaine 6, en prévision des évaluations de mi-session. Même chose à la semaine 8, en prévision des examens de fin de session. Puis à la fin, pour faire un bilan sur leur première session en SPU avec nous. On s'est arrêté à la semaine 12 parce qu'il ne faut pas oublier que les étudiants de deuxième année, troisième année, qui étaient pères aidants, eux aussi devaient préparer leur examen de fin de session. Fait qu'on ne voulait pas aller plus loin que ça. Puis moi, ça me permettait à ce moment-là de commencer ma collecte de données auprès des étudiants de première année et des pères aidants. Donc, comme on a mentionné tantôt, on estimait grossièrement avec le nombre de rencontres que ça prendrait peut-être une quinzaine d'heures. Puis, comme j'ai mentionné là, un peu d'avance sur mes résultats, là, on a pas mal atteint la cible par rapport à ça. Il y avait un gros avertissement, puis on sait que tout ce qui est enjeu d'apprentissage, puis de santé mentale, puis de rôle et responsabilité, ça risque de froisser. Là. Fait qu'on voulait mettre ça clair, net et précis dès le début, puis Anouk pourra corroborer, là, on a dû le répéter à peu près 15 fois, qu'on ne voulait pas que les pères aidants deviennent des enseignants. Ils n'étaient pas là pour remplacer le travail des profs. Bien entendu, si le père aidant était capable de répondre à une question de bio, bien, il était encouragé à le faire. Mais ça ne devait pas devenir la source d'apprentissage et d'études des étudiants. Ce n'était pas non plus des API. Hein. Il y a beaucoup de questionnements qui se sont faits, puis on le sait, là, à chaque année, comment je devrais organiser mes sessions, quel cours j'abandonne, quel cours je garde. Puis, encore une fois, on les a bien avertis que ce n'était pas des API. Ils ne devaient pas remplacer les API. Bien entendu, ils pouvaient conseiller en fonction des cours qu'ils avaient, mais sans plus. Là, il n'y avait pas de décision qui se prenait avec les pères aidants. Et définitivement, puis c'est là que j'ai pesé très fort, les pères aidants ne sont pas des intervenants psychosociaux. Okay? C'est des gens qui ont une mini-formation sur la sensibilisation à la détresse psychologique et les troubles de santé mentale sans plus. Et s'ils sont à l'aise de voir une situation et de l'aborder, ils réfèrent. Ils n'avaient pas à aborder de la psychothérapie, rien de ça. C'était facile de se rentrer le bras dans le tordeur et de perdre le contrôle de ça. Fait qu'on voulait vraiment que les pères aidants clarifient leur rôle, clarifient leurs limites. La prémisse de base de ce projet-là était, si vous appliquez pour être père aidant, vous ne devez pas compromettre vos études. Si vos notes baissent à cause que vous aidez d'autres mondes, ce n'est pas gagnant. Donc, on voulait vraiment avertir les étudiants, pas les étudiants, mais les pères aidants, qu'ils ne devaient pas compromettre leurs études pour pouvoir participer au projet. D'où l'importance d'avoir un bon dossier scolaire quand tu appliques sur ce projet-là.
J'aurais envie, encore une fois, de prendre une mini-pause puis de vous demander, là, parce que là, je m'en vais vers les résultats, qu'est-ce que ça a donné, mais est-ce qu'au niveau de la logistique, est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement du projet, comment on l'a implanté, les pour, les contre, là, avant qu'on aille vers les résultats? Pascal, encore une fois, je te passe la porte. Vous pouvez lever la main si quelqu'un veut prendre la parole. Je vais vous donner des tours. Je pense que tu peux poursuivre, Pat. Soit je suis très clair, soit c'est inquiétant. Il y a du temps à la fin, sinon les gens ont le temps de mûrir leur réflexion. Parfait. Bon, mais je continue d'abord. Au niveau de la méthodologie de collecte de données, j'ai procédé à trois outils de travail. Donc, un sondage à l'attention des pairs aidants, un sondage à l'attention des étudiants de première session, puis j'ai fait une petite entrevue semi-dirigée avec mes 3 collègues qui m'ont aidé comme enseignant-tuteur pour ça. Ça marche? Fait que là, encore une fois, Pascal, je te passe la POC. Patrick, excuse-moi. Il y a eu la question. Est-ce qu'il y a eu de la difficulté à recruter? Pardon, je n'avais pas vu cette question dans le fil de la discussion. Non, en fait, on avait un choix. On avait un choix. J'y vais de mémoire, là, j'ai eu peut-être une 50aine d'applications, de lettres d'intérêt autres. Puis certaines personnes, on leur a demandé ou conseillé de ne pas participer parce que leur dossier scolaire est un petit peu plus précaire. Puis on a eu la chance de sélectionner. Donc non, on n'a pas eu de problème de recrutement du tout. J'ai été agréablement surpris avec ça. Je vais vous compter un peu, je peux prendre l'avance un peu. Là. Il y a comme une erreur qui s'est glissée au début du projet où, initialement, on avait monté le projet pour les étudiants de 2e année et 3e année. C'était là que notre bassin de pairs aidants était supposé de se trouver, mais mon coordonnateur à ce moment-là, qui a envoyé l'invitation, parce qu'il a accès à toutes les vidéos, il l'a également envoyé aux finissants qui terminaient cette année-là. Donc, des gens qui ont été diplômés, puis ça a été dans les premiers à répondre « Oui, moi, ça m'intéresse ». Fait qu'on a comme intégré aussi les finissants récents au projet, puis ça donnait une variable qui était tout à fait agréable et applicable au projet de recherche. Fait que, probablement qu'à cause de ça, là, on n'a pas eu du tout de problème de recrutement. Là. On a insisté à quelques reprises, mais les CV rentraient rapidement. Y en avait-tu d'autres, Pascal? C'est bon, tu peux poursuivre. J'ai 2 participants qui ont levé la main, je pense. Oh, ben oui, excuse-moi. Sylvain Lapierre. Oui, bonjour. Je voulais savoir si je comprends bien le principe. Vous avez un groupe d'étudiants de première année qui est supervisé par un groupe d'étudiants de 2e et 3e année. Comment vous faites pour gérer le temps que chacun mette, autant au niveau des étudiants pairs que des étudiants de première année, pour que ça soit équitable là, entre chacun, puis que tout le monde a mis suffisamment de temps et pas trop, et qu'il n'y a pas des étudiants de première année qui tombent entre 2 chaises? Ça, c'est une excellente question. Juste pour qu'on comprenne bien, on avait un père aidant était responsable de 6 étudiants de première année, première session. C'était du 1 pour 6, puis il y avait un prof qui gravitait autour de ça pour s'assurer de l'équilibre et de ça. L'enseignant-tuteur, son rôle, c'était de relancer le père aidant puis de dire « Hey, as-tu eu l'occasion de parler à tes étudiants de première année, première session? » Puis, il y avait un échange comme ça. On n'avait pas un contrôle très serré sur le nombre d'heures qui ont été investies. Puis, effectivement, on va se rendre compte dans les résultats plus tard qu'il y en a qui ont eu à mettre un petit peu plus d'heures. Puis, il y a des pères aidants qui n'ont pas du tout été sollicités parce que c'était un programme qui était volontaire. C'était pas on obligeait tout le monde à être jumelé au début, mais si l'étudiant de première année, première session, n'en ressentait pas le besoin, il cessait de communiquer avec le père aidant, ça s'arrêtait là. Fait que c'est comme ça qu'on a monté le projet initialement. On n'a pas individuellement calibré les heures et les ressources offertes. Tout ce qu'on a dicté, c'était le nombre de rencontres et le moment de ces rencontres-là. Pour le reste, les pères aidants étaient autonomes. Je ne sais pas si ça répondait à la question. Oui, merci. Il y a 2 autres mains levées. Oui, la prochaine main levée, Sylvie Fradette. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous me dites que vous n'avez pas eu de misère à recruter vos pères aidants, pourquoi vous n'en avez pas accepté plus puis diminué le nombre d'étudiants par père aidant? C'est-tu en lien avec votre recherche ou
C'est la question que je me posais. Là. Pourquoi pas avoir augmenté le nombre de pères aidants pour diminuer le nombre d'étudiants que chacun avait, mettons? C'est également une bonne question. Puis, comme je vous disais, là, certains pères aidants ont appliqué, mais qu'on connaît en deuxième année, troisième année, qui ont le cœur sur la main, là, puis qui veulent se donner. Puis c'est ça qu'on a en soins hospitaliers d'urgence, là, des gens qui veulent aider. Mais parfois, quand l'étudiant, souvent on dit des deuxième années ou des troisième années, mais c'est des deuxième années et demie ou des troisième années et demie parce qu'ils ont déjà accumulé 1 ou 2 échecs. Bien, ces gens-là n'étaient pas priorisés parce qu'on ne voulait pas justement donner une raison de faire un cheminement scolaire qui était... je ne voulais pas que le programme par aidant soit une raison de plus pour créer un échec. Deuxièmement, il y a des gens qui ont appliqué. On demandait à l'étudiant d'écrire une lettre de pourquoi il voulait participer. Certains ont émis des lettres qui étaient moins convaincantes que d'autres, je vous dirais, qui ne convainquaient pas c'est moi qui ai fait la sélection, on va se le dire, qui ne me convainquait pas que c'était une bonne affaire d'avoir la participation de cet individu-là dans le projet. OK, merci. Il y aurait finalement une dernière question de Stéphanie. Ah, 2 questions finalement. Stéphanie Lacroix. Puis, je vais juste le préciser, il resterait une quinzaine de minutes à l'origine, selon ce qu'on avait prévu pour l'horaire de cette présentation-là. Mais si Patrick est disponible et que vous l'êtes tous, peut-être que ça se poursuivra un petit peu plus tard. Là, je regarde notre temps, puis je sais ce qui reste et puis je passe le message à tout le monde. De mon côté, ça va aller vite. Pour le reste, les résultats, c'est le fun à dire. Parfait. Ben oui, bonjour. Tout d'abord, je trouve ça très intéressant, le projet de père aidant. Pour ma part, en fait, dans mon département, moi, je suis en technique d'éducation à l'enfance au Cégep Gérald Godin. Et puis, en fait, c'est moi-même qui ai fait le projet de tuteur. Donc, c'est moi qui ai communiqué avec les étudiants. En fait, nous, on s'était concentrés sur les premières sessions et puis on était plusieurs enseignants là, à avoir chacun un groupe. Donc, ce n'était pas d'autres étudiants, mais les enseignants qui ont pris l'initiative du projet. Je veux savoir, pour ma part, en fait, ma collègue et moi, quand on se préparait à communiquer justement avec ces nouveaux étudiants-là, on se déterminait des questions en commun pour justement pouvoir bien les accompagner un peu de façon pas équitable, mais avoir un répertoire un peu plus juste. Pour votre part, en fait, chaque père aidant déterminait les questions ou communiquait directement avec. Ça fonctionnait comment? Non, c'est un excellent commentaire et de belles précisions à apporter. On déterminait des moments et on déterminait aussi des sujets, des sujets précis à discuter. Entre autres, quel est ton niveau de préparation aux examens intra-session? Je pense qu'on y allait aussi sur des questions là, de nature plus personnelle. Ton niveau de préparation, es-tu capable de bien dormir? Des choses comme ça générales. On donnait cependant, ce n'était pas des questions précises, plus que des thèmes à aborder avec les étudiants de première année, première session. Puis encore une fois, on donnait une grande latitude aux pères aidants. Hein. Certains ont travaillé en groupe pour rencontrer tout le monde, tandis qu'il y en a d'autres qui ont préféré travailler avec une personne à la fois. Ça faisait Puis on n'avait pas déterminé que c'était mieux de travailler en one-on-one ou de travailler en sous-groupe par rapport à ça. Fait qu'on on laissait dans ce projet-là une grande latitude aux pères aidants, justement pour voir comme premier projet qu'est-ce que ça allait donner. Une dernière question, je veux juste savoir, j'imagine que ça va être dans vos résultats, mais je suis curieuse de savoir comment l'étudiant qui était aidé, en fait, est-ce qu'il a beaucoup sollicité son père aidant ou finalement, c'est beaucoup plus le père aidant qui a dû aller solliciter? Parce que pour ma part, moi, j'ai constaté qu'en fin de session, les étudiants commençaient à venir à moi avec la relation significative qui s'était établie, mais qu'au début, c'était beaucoup plus moi qui devais aller vers ces étudiants-là. Madame Lacroix, je vais laisser parler mes résultats, puis on va pouvoir ensemble déterminer ça. Vous allez voir que j'ai des chiffres là, qui en lien avec ça. Puis ça me ferait plaisir de relancer votre question à la fin. Il n'y a plus d'autres questions. Génial. Donc, la question qui tue, en fait, la question qui m'intéressait le plus au début, est-ce que c'est utile de faire ça? Est-ce que c'est pertinent de faire ça? Puis là, j'ai posé la question aux pères aidants, j'ai posé la question aux étudiants de première session. Donc,
Selon vous, je vous pose la question, peut-être écrire dans le chat à côté si c'est facile pour vous. Pascal, tu me le dis s'il y a la réponse. Est-ce que c'est utile d'avoir mis en place un projet de soutien par les pairs vu par les étudiants de première session? Go, allez-y. 40 secondes. On a droit à une enfilade de oui et des oh que oui et des points d'exclamation et des tellement et des traits et des oui. Ben, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus unanime que ça, moi, en tant que chercheur. Là. On a eu 80% de oui, puis un 20% de non, c'est pas pertinent. Fait que, on a eu plusieurs bémols que je vais vous présenter dans quelques instants. Si je pose la question aux pères aidants cette fois-ci, bien là, nos pères aidants étaient très fiers de faire ce travail-là et 100% des pères aidants ont dit oui, c'est utile, les étudiants ont besoin de ça, mais on a des suggestions. C'est ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Qui sont nos pères aidants? Bien, je l'ai amorcé, là, puis je l'ai annoncé à plusieurs reprises, mais c'est effectivement des étudiants de deuxième année en SPU, des étudiants de troisième année en SPU et des diplômés de la cohorte 2020, des paramédics maintenant qui sont sur la route, qui étaient capables, en plus de partager des expériences scolaires, étaient capables de partager des expériences professionnelles. Fait qu'on trouvait ça intéressant, avec une répartition à peu près équitable. Combien d'heures ou quel a été l'investissement en temps, excluant la formation initiale? Je voulais savoir le temps qu'ils ont passé à être avec les étudiants de première année, première session. Et la majorité, 50%, ont offert entre 5 et 10 heures de temps personnel à encadrer et accompagner les étudiants de première année, première session. Entre 10 et 15 heures pour le tiers d'entre eux, le quart d'entre eux, pardon, et moins de 5 heures pour le reste. On va voir au niveau de la participation, donc dans quelques instants. Pour monter ce projet-là, ben, la première affaire que ça nous prenait, comme on disait au début, ça nous prenait des données. Fait qu'en juin 2020, là, juste avant que la session finisse pour nous, j'ai envoyé un sondage à tous les gens qui avaient une offre d'admission en SPU. Puis on a eu une très, très bonne réponse. Puis on leur posait quels sont vos besoins? On va mettre un projet par aidant sur place, mais quels sont vos besoins? Puis les 4 besoins principaux qui sont ressortis, c'est des besoins d'accompagnement sur les stratégies d'études et d'apprentissage, d'où la raison pourquoi j'ai recruté mon collègue Pierre pour ça. Il y avait besoin, en deuxième lieu, d'être guidé dans les ressources du collège. Il y avait besoin, en troisième lieu, d'avoir un espace, troisième et quatrième, c'est pratiquement identique, d'avoir un espace pour échanger, discuter, partager des problèmes personnels. Et il voulait parler à quelqu'un qui avait passé par l'expérience du collégial comme besoin. C'est les 4 éléments qui sont ressortis. Quand on repose cette même question-là aux étudiants qui ont passé au travers le processus de père aidant, on voit que les priorités changent un peu. Toujours en premier lieu, les stratégies d'études et d'apprentissage qui sont la priorité numéro 1 de nos étudiants de première année, première session. Donc, ça renforce encore le besoin d'offrir une formation là-dessus. Être guidé a perdu des plumes, par contre, probablement, premièrement, parce qu'ils sont en ligne. Deuxièmement, parce que le Collège Antique et son équipe ont fait une fantastique des outils pour guider les étudiants. Là, juste quand on rentrait sur le site Internet, vous le voyez, vous avez tous travaillé avec. C'était les pères aidants ont été moins sollicités sur cet aspect-là. Les échanges pour les problèmes personnels ont pris un petit peu plus de place, possiblement pour briser l'isolement. Puis partager l'expérience au collégial, c'est ça qui stimulait les conversations. La question a été posée aux pères aidants proprement dit, puis eux autres ont évalué qu'à peu près 44% de leur temps était réparti entre parler de stratégie d'apprentissage, parler de leur expérience au collégial, puis un petit 6% respectif pour guider les étudiants et surtout parler de problèmes personnels, des échanges, discussions et autres. Maintenant, un des écueils qu'on a eu dans notre projet, malheureusement, qui nous a échappé, c'est que ce n'est pas 100% des étudiants de première année qui ont été contactés comme on le souhaitait, mais 97% des étudiants parce qu'il y a un père aidant qui a choisi de se désister du projet. Sans réellement aviser les enseignants, puis on l'a comme échappé, puis on s'en est rendu compte vraiment dans le milieu de la session qu'il y avait 6 étudiants qui n'avaient jamais été contactés. Fait que c'est venu un peu teinter les résultats des sondages que j'ai faits, mais on a trouvé ça bien triste de ne pas le savoir, puis on va mettre en place des procédures pour éviter ça si on reprend le projet par la suite. Les outils de communication qui ont été utilisés par les pères aidants,
et les pairs aidés sont en premier lieu Omnivox, Mio pour la première communication. Et après ça, les gens basculaient vers Facebook, vers Messenger, la plateforme Zoom qui a été utilisée. Ce sont les trois prioritaires. On déconseillait aux pères aidants d'utiliser leur numéro de téléphone cellulaire personnel et de travailler avec des textos, justement pour garder une barrière entre le père aidant et le père aidé. Cependant, on a été avisé lors de ce questionnaire-là que certains d'entre eux l'ont fait, puis il n'y a pas d'enjeux ou de problématiques qui sont ressorties de ça. Mais ce n'était pas conseillé au début. Donc, encore une fois, un autre petit exercice. Quel pourcentage des étudiants de première session, première année, vous croyez, qui ont fait le projet au complet? C'est-à-dire qui ont reçu l'invitation initiale, se sont rendus jusqu'à la 5e, 6e rencontre, puis quel pourcentage de nos 198 ont fait ça? On a-t-il des réponses, Pascal? Ça varie, 70, 75, 50, 25, 40, 2 tiers, 75. Je pense que tu peux annoncer ta réponse. Seulement 27, bon, je dis seulement, c'est 27,4 de nos étudiants qui ont fait du début à la fin le projet de père aidant. On avait estimé... J'ai une petite mention d'honneur pour Annie Vaillancourt et Marc-Claude Lemire, qui étaient tout près, avec 25 OK, merci. Annie Lavallée? Annie Vaillancourt. Excuse-moi. Juste avant que tu continues, tantôt dans ta première série de résultats, quand tu as dit les participants ou les aidés, il y en a qui ont dit que c'était plus ou moins utile. Moi, j'ai enseigné en bio, en SPU, puis dans ma classe, j'avais facilement 50% de la classe qui étaient des plus vieux, là, qui savent un peu plus s'organiser. Est-ce que tu as mesuré ça dans cette proportion d'étudiants-là qui ont dit que c'était peu utile? Est-ce que c'était de la clientèle arrivant du secondaire? Ou... Effectivement, pas assez, mais oui, j'ai la participation, j'en parle de la diapo d'après. Il y a 40% des étudiants qui ont, en cours de route, dit « c'est correct, ça ne m'intéresse plus, j'ai plus besoin de ça ». Fait qu'ils ont cessé, quelque part entre la 2e et la 4e rencontre, ils ont cessé de communiquer avec le père aidant. Et puis, comme on disait, là, on ne forçait pas les pères aidants là, à les harceler en tant que tels. C'était vraiment participatif, ce projet-là. Puis, il y a 26% des étudiants qui ont dit dès le début, soit ils n'ont même pas répondu au père aidant au début en disant « ça ne m'intéresse pas », ou soit carrément, après la première rencontre, ils ont vu ce que c'était, ils ont dit « ah, OK, j'en ai pas besoin ». Donc, effectivement, là, pour répondre un petit peu à la question de Mme Lavallée, donc 73% des répondants à mon sondage ont dit « j'en ai pas besoin, probablement je suis un étudiant de postsecondaire ou encore je suis quelqu'un de très autonome, j'en ai pas besoin ». C'est là que j'aurais dû aller plus loin dans mon sondage pour savoir ils venaient d'où ceux qui ont répondu ça parce que je n'ai pas l'information, Annie, c'est une petite faille dans mon projet de recherche. Manque de temps, je m'attendais à ce que ça sorte un petit peu plus parce que nos étudiants étaient très surchargés, mais on a quand même 14% des étudiants qui ont abandonné le projet ou qui ont cessé de participer ou qui n'ont pas participé parce qu'ils disent « je suis surchargé ». Puis j'ai eu une petite surprise en voyant qu'il y avait 10% des étudiants de première session qui ont dit « je n'ai pas d'affinité avec cette personne-là, ça ne me tente plus de communiquer avec ». Fait que j'ai été un petit peu surpris. Mon petit 3%, c'est ceux qui ont répondu au sondage qui disent « nous, on n'a jamais été contactés par notre père aidante ». Fait que c'est mon 3% de tantôt. J'ai cru voir une main levée. Ça ne me dérange pas de prendre tout de suite. Oui, donc Annick Saint-Pierre du Collège Montmorency, j'enseigne en sécurité incendie. On a un programme un peu similaire, peut-être moins bien structuré que le vôtre, mais ça vise surtout l'aspect technique des pratiques, les tactiques d'intervention, des travaux en laboratoire. Est-ce que vous aviez cet aspect-là aussi de manœuvre, de pratique dans le projet de père aidant? Merci.
Non, ce n'était pas quelque chose qui était mis de l'avant. C'était, en fait, on se fiait à l'autonomie des étudiants, des pères aidants. S'ils voulaient, eux, organiser un groupe d'études, s'ils voulaient organiser une pratique, on ne les empêchait pas, mais ce n'était pas le but premier. Puis surtout avec les consignes de sécurité, les consignes sanitaires et de distanciation, les étudiants n'avaient pas le droit de venir pratiquer sur leur temps personnel de toute façon. Ça devait être encadré par un enseignant. Fait que peut-être que ça se serait produit, mais à ma connaissance, pas cette année. Il y a des questions de bio qui ont été répondues, il y a des entraînements, puis des petites vidéos, puis des trucs d'entraînement pour le déplacement de la personne, mais sans plus. Là. Et rien n'était proposé par le projet proprement dit. Je m'excuse, Patrick. Je sais qu'il y a un autre main levée, puis donc je m'excuse à cette personne. Mais comme il y a peut-être des gens qui devront nous quitter, comme il est 15h30, je t'inviterai peut-être à compléter la présentation, puis on prendra les questions après. Génial. Pour les gens qui peuvent rester. Merci pour cette structure, Pascal. Très apprécié. Donc, on l'a dit au début, hein, que le projet Père aidant était là, oui, pour créer la stimulation puis l'engagement envers SPU, l'engagement vers le Collège Ontic, mais c'était aussi pour mettre un filet de sécurité puis prendre le pouls de nos étudiants. Être capable de savoir qu'est-ce qui se passe quand on est en télétravail, 20 profs, comment on fait pour savoir ce qui se passe sur 198 étudiants. C'était ça le but, là, de mettre un petit réseautage qui nous permettait à nous de savoir rapidement ce qui s'est passé. Et voici quelques exemples de signalements de pères aidants. Si les pères aidants n'avaient pas été là, on aurait probablement manqué certains de ces individus-là, ou encore on les aurait vus beaucoup plus tard. Donc, il y a des références au centre d'aide en français et au CED qui ont été effectuées très, très rapidement, dès les premières semaines, à cause des pères aidants. Fait qu'on en est très fiers. Même principe avec 2 étudiantes qui se sont blessées, malheureusement, là, et qui devaient absolument modifier leur cheminement scolaire, qui ont été orientés vers Julie Bataille, notre API, qui a fait un travail exceptionnel cette année. Je la remercie. Puis l'autre élément qui a été un gros coup de chapeau que je trouve de ce projet-là, c'est les 2 vagues de détresse qu'on a eues. Puis je m'explique. À un certain moment donné, dès les premières semaines, biologie est un cours difficile pour nos étudiants de première année, première session. C'est un cours, c'est de la bio, là, on va se le dire, il n'y a rien de facile là-dedans. Et puis, rapidement, les étudiants ont commencé à avoir peur, puis il y a une grande détresse qui nous a été rapportée par les pères aidants. Fait que nous, rapidement, on s'est reviré de bord, on a eu des échanges ultra constructifs avec, entre autres, Geneviève du département de bio, avec José également. C'est les 2 personnes avec qui j'ai parlé le plus. Puis j'ai expliqué ce que les pères aidants avaient rapporté. Puis dans la même semaine, puis la semaine suivante, on a vu cette vague de stress-là descendre. Fait que l'équipe de bio, en collaboration avec notre projet de père aidant, ont réussi à mettre sur place des petits ajustements qui ont descendu le stress de nos étudiants. On a vécu une deuxième vague un peu plus tard avec le cours de déplacement de la personne. Le déplacement de la personne était un cours qui est essentiellement physique, où il y a des exigences de déplacement. Et vous le savez, à cause de la pandémie, les gyms sont fermés. Donc, les étudiants étaient très anxieux de ne pas pouvoir s'entraîner en prévision de cette évaluation-là, qui est quand même nécessaire dans notre domaine en soins préhospitaliers d'urgence. Dès qu'on a su ça, de la part des pères aidants, on est en mesure en collaboration avec Éducation physique, d'ouvrir le gym pour nos étudiants spécifiquement, de mettre en place des outils de travail puis des outils d'entraînement pour les aider à contrôler ce stress-là. Puis même principe, on a vu le même phénomène de stress qui a diminué parce que rapidement, on a été avisé de cette anxiété-là. Si on ne l'avait pas su par les pères aidants, on s'en serait rendu compte, mais rendu à la semaine 7, 8, 9, puis là, il y a déjà du dommage qui est fait dans le dossier des étudiants. On a malheureusement un étudiant de première année qui a perdu un proche puis qui a été affecté beaucoup. Puis le père aidant a eu un rôle à jouer important là-dedans de référence pour que ça soit pris en charge rapidement. Et même principe avec 4 cas très sérieux de détresse psychologique on a collaboré avec le service d'aide psychosociale pour aider ces étudiants-là. Alors, on en est très fiers parce que ça aurait pu aller plus loin dans certaines situations. Je sais que je parle beaucoup, je m'en excuse, mais c'est le temps que j'aimerais ça vous présenter Anouk, qui est une des pères aidantes qui voulait partager son expérience avec vous. Fait que peut-être un petit 2 minutes, Anouk. Donc, bonjour, je m'appelle Anouk Koslewski. Je suis une étudiante en 3e année. Donc, voilà. Moi, j'ai participé au projet vraiment parce que j'aime beaucoup mon domaine d'études, puis j'aime aussi aider les gens. Donc, je trouvais que c'est pour ça que j'ai participé au projet. Donc, j'ai tout de suite allé avec mon expérience.
Donc, moi, j'ai eu la chance de travailler avec 4 étudiants, 2 étudiants qui venaient tout droit du secondaire et 2 autres qui avaient déjà des études postsecondaires au cégep. Donc, les 2 autres étudiants, ils n'ont simplement pas répondu à mes messages. Donc, moi, les premiers contacts que j'ai eus avec eux, c'était par Mio. Puis après ça, on a opté pour Messenger, qui est une application reliée à Facebook. Donc, on pouvait parler les 5 ensemble, dans le fond, de tout au cours de la session. Moi, j'ai accordé environ 30 à 45 minutes par semaine aux étudiants. Donc, c'était surtout le vendredi soir où est-ce que c'était plus relax. On avait la chance tout le monde était pas mal disponible, puis on pouvait parler de tout et de rien, si je veux dire ça comme ça. Donc, moi, il y a eu comme 2 principaux sujets qui ont fait surface tout au long de la session. Donc, il y avait surtout des sujets qui étaient reliés à l'école et à la technique. Donc, si je peux vous donner des exemples, j'avais beaucoup de questions sur les cours ou les prochaines sessions, à quoi que ça va ressembler. Sinon, j'ai eu beaucoup de questions sur les difficultés qu'il y avait présentement, comme Pat disait, avec bio, puis déplacement de la personne. Donc, justement, pour bio, j'ai pu appliquer un peu les informations que j'ai eues par Pierre Bayard pour des stratégies d'apprentissage qui ont été utiles pour mes pairs aidés. Donc, dans ce sens-là, c'était super. Puis ensuite, une autre catégorie de sujets qui a été abordée, c'était le stress. Donc, évidemment, avec la pandémie actuelle, ça a créé beaucoup d'anxiété. Puis je l'ai beaucoup ressenti chez mes étudiants. Donc, si je peux donner un exemple de qu'est-ce qui était aussi stressant par rapport à l'école aussi, là, il y avait eu un petit conflit par rapport à un professeur qui ne remettait pas les documents assez tôt pour qu'il puisse bien se préparer au cours. Donc, moi, j'ai eu cette information-là, puis j'ai pu intervenir en contactant mon enseignant assigné, que lui, dans sa procédure, a pu intervenir, puis finalement, le problème a été réglé. Donc, c'était super. J'étais contente de voir que ma participation a fait en sorte que ça enlevait un petit peu leur stress par rapport à ce cours-là. Donc, au moins, c'était une belle réussite. Donc, si je peux conclure, moi, je pense que le sujet des pairs, le projet de soutien par les pairs, c'est une réussite pour moi parce que, justement, j'ai eu la chance d'avoir un petit impact dans leur session, en réduisant un peu leur stress. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Ah, c'était génial, merci. Donc, j'imagine, Pascal, que les gens vont recevoir cette présentation-là. Alors, je ne lirai pas les témoignages, mais juste un résumé. Là, je demandais aux pères aidants qui ont répondu au sondage d'expliquer qu'est-ce qu'ils avaient fait. Donc, Patrick, lui, ben, il a donné un petit coup de main pour expliquer la procédure à suivre dans le cas de conflit avec un prof. Zoé, elle était très présente pour briser l'isolement, parler de la COVID. Un autre père aidant, X ici, qui n'a pas voulu se nommer, elle avait une étudiante de première session qui était aux prises avec un problème d'anxiété et la père aidante aussi a eu à faire face à ça, ce qui fait en sorte qu'elle a été capable de partager certains trucs, puis elle a été capable de contrôler son anxiété sans nécessairement avoir à utiliser toutes les ressources du collège. Fait on était très fiers de ce genre d'intervention-là. J'attire votre attention sur le commentaire de mon père aidant Z, lui aussi qui ne s'est pas nommé, là. Ce n'est pas tous les pères aidants qui ont été contents. Hein? Il y en a une, entre autres, là, que les 6 étudiants n'avaient pas besoin d'elle. Fait qu'elle elle s'était préparée à ça, elle a fait la formation, puis finalement, elle n'a rien fait de la session sur ce dossier-là. Fait qu'elle s'est sentie inutile. Fait que ça, c'est un effet collatéral de ça. Donc, je termine avec ça. À la lumière de ça, les pistes d'amélioration, on constate que le projet de soutien par les pairs est pertinent et utile, mais il y a des modifications qu'on aimerait effectuer si on reconduit le projet. Le projet pourrait être offert aux étudiants de première session au lieu d'être imposé. Cette année, on avait choisi de vraiment être certain que les 198 aient quelqu'un, puis au pire aller, ils débarqueront, puis là, ben, ça a provoqué les effets qu'on a vus. Maintenant, si on l'offrait, ben, peut-être que les gens, on aurait des interventions qui soient plus ciblées un petit peu. Alors, on a pensé à peut-être l'offrir aux étudiants de secondaire ou encore uniquement aux étudiants qui en ressentent le besoin. On a
Un des problèmes qu'on avait, c'était la surcharge informationnelle en SPU. Là, les étudiants recevaient MIO par-dessus MIO, par-dessus MIO, puis d'introduction, ce qui fait en sorte que le premier MIO de contact des pères aidants s'est peut-être perdu dans la masse et ne devenait pas prioritaire, qui est probablement une des causes sur la faible participation qu'on a eue. Donc, refaire le projet, on s'arrangerait pour donner l'information de jumelage avant que la session commence. À un certain moment donné, les profs ont commencé à être essoufflés également. Hein, puis on a, dans les échanges que j'ai eus avec les enseignants-tuteurs, ben, il y a peut-être eu un relâchement au niveau des encadrements des parents aidants, parce que nous aussi, on avait à convertir nos cours en ligne, fait que c'était une surcharge de travail. On n'a pas mesuré combien de temps ça l'a pris, par contre. À la lumière de ça, bonifier les formations initiales va être un gros plus, particulièrement au niveau des stratégies d'études et d'apprentissage, et renforcer le corridor communicationnel avec les services d'aide, entre autres le service d'aide psychosociale, qui a eu une restructuration en début de session qui fait en sorte qu'à une couple de reprises, c'était plus difficile d'obtenir le soutien, mais ça s'est réglé rapidement en cours de session avec les professionnels qui ont reparti le service. En guise pour rêver un peu, je me suis dit on pourrait en faire un service à la demande. Tu sais, on a un bureau de premiers soins au Collège Antique. Pourquoi on n'aurait pas, dans le département SPU, une petite équipe de parents aidants qui serait peut-être un petit peu plus formée, qui pourrait agir comme intermédiaire ou présence dans les corridors ou parmi la clientèle étudiante pour justement être parents aidants. Peut-être avoir une dizaine, une douzaine de parents aidants avec un espèce de numéro unique qui eux autres pourraient prendre charge de l'ensemble des étudiants, puis pourquoi pas essayer d'en faire un projet pancollégial. Tu sais, on parle comme ça, mais ça pourrait être utile dans beaucoup de départements, je crois.